Alors, je m'appelle Arnaud Verspiren, j'ai 58 ans. Je ne suis pas un politique professionnel. J'ai exercé des responsabilités d'encadrement et de management dans une entreprise d'assurance. D'ailleurs, pas chez Verspiren, je vous le dis tout de suite. J'étais même concurrent d'ailleurs. Voilà. Et donc, une expérience de management et de gestion d'entreprise. Et puis, en parallèle, j'ai toujours eu un engagement citoyen, comme beaucoup, hein, mais un engagement assez fort, puisque c'est André Diligent que j'avais rencontré quand j'étais tout jeune, qui est un personnage qui m'a beaucoup marqué, hein, qui ne laissait pas indifférent. Et c'est grâce à lui que j'ai accepté de rentrer en politique. Et donc j'ai été élu en 1997, donc dans le mandat de 95, le mandat qui a suivi celui d'André Diligent avec René Van Dierendonck. Comme j'étais jeune entrant en politique, j'étais tout au fond de la liste et c'est bien normal. Donc j'ai pas été élu en 1995. Et puis il y a eu 2 démissions et progressivement je suis remonté un petit peu. Et donc voilà, j'ai été élu la première fois en 1997. J'ai toujours continué à travailler en parallèle. Je ne voulais pas à l'époque dépendre de la politique, je ne voulais pas en vivre et je voulais garder ma liberté et mon indépendance, que j'ai toujours fait. Et puis dans le mandat suivant, ça c'était le mandat de 95, dans le mandat suivant de 2001, 6 ans plus tard, je me suis présenté comme tête de liste contre René Van Dierendonck, parce qu'il avait changé de programme et changé d'alliance entre-temps. Et donc c'est pour ça que j'ai constitué une liste. En 2001, nous avons été, non pas élus dans la majorité, mais dans l'opposition. J'ai été à ce moment-là un peu le leader de l'opposition à René Van Dierendonck, dont j'avais été l'adjoint d'ailleurs quelques mois plus tôt. Je précise quand même que c'est bien lui qui avait changé et pas moi, hein, que les choses soient claires, ce qui ne renie pas non plus. Hein. Et puis j'ai passé donc tout ce mandat dans l'opposition, j'ai été conseiller communautaire de Lille Métropole à ce moment-là. Et puis dans le mandat suivant, René Van Dierendonck s'est rapproché de moi et m'a proposé de faire une alliance avec lui, une alliance politique claire, nette, précise, d'ailleurs écrite. Alliance selon laquelle il faisait un programme entièrement avec moi et où il y avait à peu près un tiers de femmes et d'hommes de gauche, plutôt issus du Parti socialiste, un tiers de femmes et d'hommes centristes, et plutôt issus de ma famille politique, et un tiers de société civile, de gens non cartés. Ça a été d'ailleurs un très beau mandat, hein. On a bien travaillé ensemble pour Roubaix, on était vraiment animés d'une passion commune pour Roubaix, au-delà des étiquettes, hein. Et on a réussi à faire quelque chose qui est finalement très proche de ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Le nouveau gouvernement en est la preuve. Et puis ensuite, René Van Dierendonck a été élu sénateur, il a démissionné, Pierre Dubois a pris la relève, donc j'ai été deuxième adjoint auprès de Pierre Dubois, et dans ce mandat-ci, j'ai continué avec Pierre Dubois. Je suis par tradition plutôt quelqu'un de fidèle. Donc quand je suis quelqu'un, je vais jusqu'au bout. J'ai été fidèle à André Diligent jusqu'à son dernier souffle. J'ai été fidèle à François Bayrou jusqu'à aujourd'hui. J'ai été fidèle à René Van Dierendonck et à Pierre Dubois. Voilà. Et aujourd'hui, je suis conseiller municipal d'opposition. Opposition, si on veut, parce que j'ai toujours dit que surtout la vie municipale, c'était pas une guerre civile, on n'était pas en opposition permanente, et qu'il fallait un petit peu dépasser tout ça et arrêter ce genre de posture complètement artificielle. C'est pour ça que je vous dirais combien j'apprécie Emmanuel Macron, parce qu'il fait exactement ça. Il fait exactement ça. J'en reste là parce que sinon vous ne pourrez pas poser une seule question. Donc moi quand je parle, il faut m'arrêter. Très bien. Pourquoi vous vous présentez à ces élections législatives ? Ah ben voilà. Donc c'est vrai que ce président de la République, sorti j'allais dire, de nulle part il y a un an, il a réussi un exploit absolument extraordinaire. Au passage, tous les oracles politiques, tous les sondeurs, tous ceux qui savent, tous les sachants, les politologues, etc.,
C'était sûr, certain, il ne pourrait jamais être élu. C'était impossible, forcément. Il n'avait ni parti, ni financement, il n'était pas connu, etc. Donc, par définition, il ne réussirait jamais. Un an après, il était président de la République. Je ferme la parenthèse sur tous les sachants en politique qui vous disent toujours ce qui va se passer et qui se trompent systématiquement, toujours, sur tout. Ça ne les empêche pas de recommencer le coup d'après, d'ailleurs. Bon. On pourra en citer beaucoup d'autres exemples qu'on vient de vivre. Bon. Voilà. Et donc, ce nouveau président de la République, il a un maître mot, une pensée qui dit exactement ce que je viens de dire. Qui dit, on arrête les clivages politiques artificiels, on arrête les postures. Quand on est de droite, on vote contre la gauche, puisque ça vient de la gauche. On ne sait pas quoi au juste, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas d'accord. Quand on est de gauche, bien sûr, on ne vote jamais un projet de droite. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on ne peut pas le voter puisque c'est un projet de droite, et que nous, on est à gauche. Et ça, je considère, et le président de la République considère, que ça a bloqué la France pendant des décennies. On a à peu près tout essayé, alternativement, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Bon. Est-ce qu'on a réglé les problèmes du chômage? Non. Ils viennent d'augmenter encore de 600 000 pendant le mandat précédent. Bon. Est-ce qu'on a réglé les grands problèmes de la France? Bien sûr que non. Est-ce qu'on a fait les grandes réformes qu'il fallait faire? On sait très bien celles qu'il faut faire. Non. Et ben voilà, ce président de la République considère qu'il faut prendre les bonnes idées de droite et les bonnes idées de gauche, qu'il faut prendre les gens bien de droite et les gens bien de gauche, qu'en plus ça ne veut plus dire grand-chose, parce que quelquefois on ne sait même plus très bien si c'est de droite ou de gauche. On arrête avec ces bêtises, et puis on se met au boulot, et on essaie de débloquer les freins à main qui sont tirés partout en France. Sauf si on a envie, comme beaucoup malheureusement, de laisser faire, de laisser aller, tout s'aggrave autour de nous, on ne règle rien du tout, mais au moins chacun est dans son camp, chacun va à son élection avec son drapeau, et puis comme ça, chacun va plaider pour son parti et pour sa boutique. Bon. Voilà, et bien ce nouveau président de la République est en train de changer tout ça. Et ça, c'est exactement ce que je souhaitais depuis très longtemps. Et donc, bah oui, ça me fait plaisir d'avoir une République en marche. C'est la raison pour laquelle je souhaite, en effet, m'investir à ses côtés pour lui donner une vraie majorité. Bien entendu, s'il n'a pas de majorité, il ne fera rien. Soyons clairs, faisons pas semblant. Bien sûr, les chapelles politiques vont vous expliquer autre chose, mais la vérité, on la connaît. Si on entre dans une nouvelle cohabitation, pendant 5 ans, il ne se passera plus rien. Et ce que fera la gauche, la droite le défera, et ce que fera la droite, la gauche le défera. Donc voilà, moi je pense qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, qu'on n'a jamais vécu depuis sans doute des temps très anciens que je n'ai pas connus. Voilà, on sent qu'il se passe quelque chose, il a envie de tout bousculer. Eh bien, tentons l'aventure et allons-y. En tout cas, moi j'y suis tout à fait prêt. Et donc, quelles sont les grandes idées que vous souhaitez défendre dans votre programme pour ces élections législatives? Parlons de choses concrètes. Alors, il y a un certain nombre de points qu'il faut prendre en compte. D'abord, la question du chômage. Elle mine tout. Elle mine tout le reste. Elle mine le lien social, elle mine le pouvoir d'achat, elle mine les valeurs. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui va forcément être au centre de toute la politique que va mener Emmanuel Macron. J'en profite pour dire que c'est le seul. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Vérifiez-le, y compris sur Internet. C'est le seul dont le programme n'a pas changé. Entre les présidentielles et les législatives, c'est le même. Moi, je défends le programme qui a été écrit pour les élections présidentielles. Vous remarquez que les autres ont écrit des programmes présidentiels, ils se sont empressés de le changer. Leur candidat n'a pas réussi, ils ont perdu les élections, ils l'ont vite mis à la poubelle pour en réécrire un juste après. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. C'est pour dire qu'il avait une vision politique. Bon. Et donc, oui, le chômage va être au centre de ça. Nous considérons qu'il y a beaucoup de blocages en France, de blocages idéologiques, où on va s'opposer à tout pour le principe. On ne sait même pas ce qu'il y a dans la loi ou dans le projet de loi. On sait juste qu'on n'est pas d'accord. Et que si on continue comme ça, on ne résoudra pas non plus la question du chômage.
Et en sortant, dans 5 ans, il y aura encore 500 000 chômeurs de plus. Si on est tous d'accord pour dire il n'y a rien à faire, laissons filer les choses, laissons filer les déficits de la France, on a 2100 milliards de dettes. Je dis souvent que tout l'impôt des ménages, ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ce que les gens ignorent, tout l'impôt des ménages s'en va directement dans la poche des banquiers, je dis bien, pour payer uniquement l'intérêt de la dette accumulée. Nous avons 2100, 2200 milliards de dettes accumulées, ça nous coûte en intérêt, tout le monde peut faire le calcul, c'est facile à faire, en gros à 2,5% d'intérêt, sur 2100 milliards, ça nous coûte une cinquantaine de milliards par an, juste d'intérêt, qui part dans la poche des banquiers. Bon. Donc voilà, on est à un point où le chômage est massif et on a l'air finalement de s'en contenter. Les finances publiques sont complètement dégradées. La France a encore emprunté 70 milliards cette année, comme chaque année. Il y a bien quelqu'un qui le paiera un jour. Ceux qui vous disent, comme M. Mélenchon par exemple, c'est pas grave, on ne va pas rembourser l'intérêt de la dette. On ne va pas rembourser la dette. Elle est insupportable, on est arrivé à un point. Donc de toute façon, je vous le dis, on ne la remboursera pas. D'accord, d'accord. Comment on fait pour emprunter 70 milliards par an à des gens à qui on explique que de toute façon on ne les remboursera pas? Vous en connaissez beaucoup des banquiers qui vont vous dire tenez vos 70 milliards et si vous ne les remboursez pas, c'est pas très grave? Moi j'en connais pas. Bon. Donc voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi, n'importe comment. Donc le chômage, c'est le point central. La restauration des finances publiques, c'est un point majeur. Et puis essayer de débloquer tout ce qui coince un peu partout. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui sont liées au travail en général, comment on valorise le travail, comment on rémunère mieux le travail, comment on augmente les salaires nets, notamment en baissant les charges, y compris les charges des salariés, puisque aujourd'hui on a tellement de charges que le salaire net est faible. Le tout sans augmenter le déficit public. Vous voyez, il y a quelques chantiers majeurs qui sont devant nous. Et ça, c'est pas des parlottes, ça, c'est pas des concepts, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Après, il y a tout un train de mesures, je peux vous les décliner concrètement. L'exemple de la taxe d'habitation, c'est un bon exemple. Le président Macron est un homme pragmatique. On dit cette taxe, elle est injuste. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. D'une commune à l'autre, on ne paye pas la même chose, ça n'a plus aucun sens. On peut la réformer, ça fait 30 ans que tout le monde dit qu'il faut la réformer. On peut la réformer, oui ou non? Ah non, c'est compliqué, ça dépend, parce qu'il faut voir, ça c'est l'administration, on va vous expliquer ça. Bon. Donc, résultat, on touche à rien. On dit, là, maintenant, ça suffit. On ne sait pas la réformer, allez, on la met à la poubelle, n'en parlons plus. Voilà, c'est injuste, on la supprime. Bien sûr, on va la remplacer par autre chose, on n'est pas irresponsable. On va la remplacer notamment par de la CSG, qu'on va augmenter légèrement, qui au passage sera payée par tous, et non pas que par les salariés, ou que par les habitants, ou que par une catégorie de personnel, sera payée par tous, y compris les revenus du capital, soit dit en passant. Voilà, donc, mais ça c'est un type de réforme tout à fait simple, concret. Le fameux RSI, ça c'est le régime des indépendants, des artisans, des commerçants. En ce moment, je visite beaucoup de commerces et beaucoup de PME. Moi, quand je dis aux commerçants qu'on va supprimer le RSI purement et simplement, on va le réintégrer dans le régime général de la sécurité sociale. C'est pas par grand principe, c'est pas parce que c'est de gauche ou parce que c'est de droite ou parce que c'est du centre. Tout le monde s'en fiche complètement, c'est pas la question. D'ailleurs, je ne suis pas du tout capable de vous dire est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite ce genre de réforme, j'en sais rien. Bon. Ce que je sais, c'est que le RSI ne fonctionne pas. Il a été mis en place dans le mandat précédent, ça n'a jamais fonctionné, ils n'ont jamais réussi à avoir des bases informatiques propres pour appeler les bonnes cotisations et verser les bonnes prestations. Tout le monde vous le dit. Et bien c'est tout. On peut le réformer, oui ou non? Non, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Top, on arrête tout. On va supprimer le RSI purement et simplement. On va le réintégrer dans le régime de sécurité sociale. Les régimes de retraite, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bon. Tout le monde sait que c'est injuste. Ça monte les Français les uns contre les autres. Ah oui, mais les fonctionnaires, ils ont plus, ils ont moins, ils partent plus tôt, ils cotisent moins. Ah oui, mais ils ont la sécurité. Ah oui, mais les autres, ils ont tel avantage. Ah oui, mais nous, quand on a été embauchés, il y a 40 ans de ça, c'était la contrepartie d'autres. Bon, allez, stop, on arrête. On arrête.
Le truc, il n'est pas juste, tout le monde le sait. Bon. Bien sûr qu'il dépendait de plein de choses, mais les temps ont changé. Bon. Et puis maintenant, on est décidé à traiter vraiment les problèmes. Donc progressivement, pas du jour au lendemain bien sûr, progressivement, on va fusionner les différents régimes, on va mettre en place un système par points, et 1 euro cotisé par n'importe quel Français donnera le même droit à la retraite pour n'importe quel Français. Voilà. C'est des choses comme ça que moi j'aime bien, c'est du concret, c'est du pragmatique, et ça on va le faire vraiment, bien sûr si on a la majorité. Si on ne l'a pas, on ne fera rien. Je vous le dis tout de suite, il ne pourra pas le faire. Très bien. Quels sont selon vous les grands enjeux de ces élections législatives pour les habitants ? Je crois que c'est ça, c'est qu'on est rentré dans un autre monde politique. Et je crois que toutes les pratiques du passé, j'espère que les citoyens vont le dire et vont l'exprimer par leur bulletin de vote, hein, mais moi c'est ce que je crois, que toutes les pratiques du passé, celles que je viens de décrire, hein, ces clivages droite-gauche par exemple, hein, ça c'est terminé. Ça c'est le grand enjeu. On va changer de logiciel, voilà. Ceux qui font un peu d'informatique savent ce que ça veut dire. Hein. On ne va pas mettre des patchs, on ne va pas passer à la version 2.++. Non. On va changer de logiciel. C'est ce qu'on est en train de faire. Le gouvernement de M. Macron en est la preuve. Vous avez déjà vu un gouvernement pareil, hein, où il y a des hommes de droite, des femmes de gauche, des femmes de droite aussi d'ailleurs. Jamais ça ne s'est produit. Jamais. Jamais. Et à parité. Hein, et au même nombre, et voilà. Et des gens qui sont capables de travailler en France pour la France. Ce n'est pas l'intérêt des partis qui compte, c'est l'intérêt des Français. Et c'est pas la même chose, je suis désolé, c'est pas la même chose. Et donc voilà, ça c'est l'enjeu majeur de ces élections-là. Si on ne lui donne pas la majorité au président de la République, eh bien ça ne se fera pas, tout simplement. Et puis après, on continuera, hein, on aura un gouvernement, soit de gauche, soit de droite, et puis on continuera comme avant, puis on se disputera. Et puis ce que fera l'un, eh ben 2 ans après l'autre le défera, etc. Puis en attendant le chômage augmentera, et puis tout le monde pleurnichera. Bon. Moi j'en ai marre de pleurnicher, hein. Il n'y a pas de fatalité, j'en ai marre qu'on constate les choses. J'ai envie de redonner espoir et courage aux Français. On est un pays merveilleux, hein, merveilleux. On a des ingénieurs exceptionnels, on est capable de fabriquer des fusées Ariane, des TGV, les meilleurs hélicoptères du monde, etc. Ben voilà, si on est capable de faire ça, les médicaments aussi parmi les meilleurs du monde, on a plein de choses passionnantes à faire. On n'est pas des moins que rien. Sur la scène internationale, on pèse. Le président Macron vient d'ailleurs de le prouver. Vous avez vu comment il a parlé au président Poutine ou au président Trump. Hein. On est aussi européens, bien sûr. On croit qu'il faut remettre l'Europe sur les rails. On croit à plus d'Europe et mieux d'Europe. Et de la même façon qu'on arrête de pleurnicher, parce que c'est les Allemands qui font tout, parce qu'on est à la remorque des Allemands, parce qu'ils sont tellement mieux que nous, plus ceci, plus cela. C'est faux, c'est archi faux. La France doit tenir son rang, qui est le premier, en Europe, sur le plan économique, bien sûr, mais sur le plan diplomatique, sur le plan culturel. On a des valeurs en France qui nous sont enviées par le monde entier. Enfin voilà, quoi, tout ça donne un espoir, donne une envie. Hein, voilà, moi je suis désolé, mais j'en ai marre d'entendre tout le temps à la fois critiquer la France par les Français et se lamenter et pleurnicher en permanence sur tout. Eh ben non, on se met au boulot, on fait. Et Macron, je crois, en a la capacité. Ça, c'est le vrai changement. Hein. Il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé jusqu'à présent. Inutile de vous dire que c'est complètement enthousiasmant pour moi, hein, parce que si je participe à cette aventure, c'est l'affaire d'une vie, ça. Hein, l'affaire d'une vie. Sans compter la loi sur la moralisation de la vie politique, où là aussi, Bayrou l'a dit, ben voilà, il est chargé de le faire, ben on va le faire. Quoi. Bon. Voilà, je pense qu'il y a un souffle nouveau, il y a un vent nouveau là qui est en train de souffler dans ce pays. Moi je le vois hein, sur les marchés, dans les porte-à-porte, tout ça. Il se passe quelque chose, quoi, il se passe quelque chose. Donc soit on ferme la boîte, puis il y a des gens, oh là là c'est dangereux, et d'ailleurs il va se planter, il ne va pas réussir. Les mêmes qui vous expliquaient qu'il ne serait jamais président de la République, hein, bien sûr. Bon. C'est les mêmes qui vous expliquaient que c'était sûr et certain, on aurait un duel Sarkozy-Hollande. Souvenez-vous, c'est pas si vieux que ça. Ça a l'air très vieux quand je le dis maintenant, hein, mais c'est pas si vieux que ça, hein, et c'était sûr et certain. Bon. Les mêmes qui vous expliquaient que Juppé serait évidemment le prochain président de la République, c'était sûr et certain, il n'y avait pas photo.
C'est les mêmes qui vous expliquaient aussi que Fillon allait gagner, etc., etc., etc. Bon. Donc tous les grincheux de tout poil qui vont vous expliquer que ça ne marchera jamais avec Macron et que surtout il ne faut pas... Eh ben, les Français lui disent, bon maintenant il y est, voilà, il faut y aller, quoi. Donc on va lui donner sa majorité, parce qu'il faut lui donner sa chance. Et c'est pas lui qu'il faut la donner, c'est pas moi. Moi je m'en fiche, hein, je vous le dis franchement. Hein. Lui il peut vivre sans être président et moi je pourrais vivre sans être député. C'est pas ça la question. La question c'est la France, quoi, c'est les Français. Et justement, avec la campagne de terrain que vous avez pu mener, est-ce qu'il vous semble que la tâche est rude pour obtenir la majorité pour République en marche? Alors votre question, elle est difficile pour moi. Soit je vous dis non, pas du tout, ça se passe très bien, on va gagner, c'est sûr et certain. Quand je vois l'enthousiasme des gens sur les marchés, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose. J'ai jamais connu une campagne comme ça, jamais. Bon. Donc il y a un vent qui souffle très fort. Soit si je vous dis ça, vous allez dire quel prétentieux. Il se croit où? Il a déjà gagné d'avance. Soit je vous dis, oh, vous savez, c'est pas si simple que ça, c'est les électeurs qui décident, on n'est jamais sûr de rien. Je peux vous le dire aussi. Je suis un hypocrite parfait. Bon. La vérité, c'est que oui, bien sûr qu'il se passe quelque chose en ce moment. Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas le voir et pas le ressentir. Est-ce que ça ira dans la 7e circonscription qui me concerne? Est-ce que ça ira jusqu'où ça ira? Je n'en sais rien, je suis incapable de vous le dire. Donc est-ce que je vais être élu? Est-ce que je vais être battu? Comme je dis souvent, une élection, c'est pas une guerre civile. Hein. Bon. Donc si je suis élu, est-ce que je suis prêt? Et je ferai le boulot. Hein. Et avec honnêteté, probité et engagement. Si je suis battu, voilà, j'irai pas me jeter dans le canal. Hein. Bon. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de participer à cette aventure. Je pense qu'on est capable de faire des grandes choses. Et je crois que les électeurs ont envie de nous faire confiance.